Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Bienvenue, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et de vous voir toujours aussi nombreux ici sur ce plateau et devant vos écrans pour ce nouvel épisode de La Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence à travers La Voix des Jeunes. Ici, ensemble, solution. Aujourd'hui, c'est la petite finale. Nous assisterons donc à un match décisif pour la 3e place du concours. Les équipes qui s'affronteront pour remporter la victoire aujourd'hui et aussi repartir avec les récompenses qui vont avec, sont l'équipe de l'ESMT, sous vos applaudissements et encouragements, et l'équipe du CESAG. Et on va commencer avec les présentations tout de suite. Bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Husni Mohamed Chakir. Je suis élève ingénieur en télécommunication à l'École supérieure multinationale de télécommunication. Merci. Ok. Merci. Je suis Charlie Lukaku, de nationalité béninoise d'origine congolaise. Je suis ingénieur à l'École supérieure multinationale des télécommunications. Merci. Bonjour, je m'appelle Khadi Ak, sénégalaise. Je suis étudiante en ingénierie des travaux télécoms à l'École supérieure multinationale des télécommunications, option technico-commerciale. Merci. Merci, on applaudit pour eux, on les encourage. Ils sont là pour une place, pour obtenir peut-être la 3e place, l'équipe de l'ESMT. Place à l'équipe du CESAG. Bonjour, bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice Marilyn Sagna. Je suis étudiante en Master 1 de Finance et Comptabilité au CESAG, de nationalité sénégalaise. Je suis Yves-Kévin Moreau, d'origine ivoirienne. Je suis au CESAG en Master de Marketing et Stratégie. Bonjour, je m'appelle Désiré Ndrama. Je suis étudiant au CESAG en Master 1-2 de ressources humaines de l'équipe du CESAG, bien évidemment. Rappelons que la thématique de cet ultime match est le droit de l'enfant. Cette thématique a été choisie et retenue par nos internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et surtout avec le hashtag Soyons Solutions. Il est temps de passer à la première épreuve de ce match. Mais avant, voyons cette petite présentation sur la thématique de ce match. Malgré les dispositions juridiques relatives aux droits de l'enfant, mises en place par l'ONU et l'État sénégalais, de plus en plus d'enfants sont identifiés comme enfants de la rue. Les principaux facteurs à la source de cette situation sont la pauvreté et la déstructuration des familles. La plupart de ces enfants, communément appelés talibés au Sénégal, vivent dans une austère désinvolture, dans des pièces de 12 mètres carrés maximum, sans sanitaire, ni eau courante, ni électricité, et surtout
avec une obligation de versement par jour de 500 francs CFA, sans quoi ils peuvent être battus. Aujourd'hui, nous comptons entre 50 000 et 76 000 enfants mendiants sur le territoire sénégalais. Livrés à eux-mêmes, sans aucune aide ni ressources, ces enfants sont souvent victimes d'exploitation. La rue est leur cadre de vie, mais aussi la passerelle les menant vers la criminalité, à savoir le vol, l'usage de la drogue et la prostitution. Nous regrettons Dame Dien, un talibé de 12 ans, mort récemment des suites de coups et blessures. Pape Ndiaye, un talibé âgé de 8 ans, égorgé par un homme, ainsi que les 9 talibés, morts dans un incendie de la Médina en 2013. Aujourd'hui, de nouvelles réformes pour le bien-être des enfants dans la société sont impératives. Mais pour cela, nous devons relever le défi de la réinsertion des enfants de la rue au Sénégal et trouver des solutions pour renforcer l'implication des femmes dans la lutte contre la mendicité des enfants. C'était tout pour cette présentation. Place à la première épreuve, la présentation de solutions. Commençons avec l'équipe de l'ESMT. Présentation de solutions. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème du droit de l'enfant que vous avez choisi? Le thème de droit des enfants que nous avons choisi, c'est comment relever le défi de la réinsertion des enfants talibés au Sénégal. Merci. Équipe ESMT, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Présentez-vous seul ou en duo? Seul. Et surtout, n'oubliez pas, ensemble, soyons solution. C'est à vous. « 4 heures du matin, en banlieue de Dakar. Des ombres se glissent dans la nuit. Ils quittent leur dara, de petites écoles disséminées à travers la ville, où l'on apprend le Coran. On les appelle les enfants talibés. Ils ont entre 5 et 10 ans, ils ne savent plus vraiment. Leur écuelle à la main, ils vont marcher plus de 5 km pour mendier leur repas et l'argent que leur maître attend d'eux. Tu dois rapporter combien chaque jour? 500 francs CFA. Un peu moins d'1 euro? Si on ne les rapporte pas, on est puni et battu. Si je ne rapporte pas 1 kilo de riz aussi, il me fait faire des pompes. Et après on doit faire la vaisselle, tout nettoyer. Ou on est puni? Oui, on doit faire la vaisselle, tout nettoyer. Nous on n'est pas des voleurs. Les gens nous traitent de voleurs mais c'est pas vrai. Moi je pensais que j'allais juste étudier le Coran, pas aller dans la rue pour mendier. C'est ce qu'on nous avait promis. C'est ce que le marabout avait dit à nos parents. Mais en fait, il nous envoie dans la rue pour mendier toute la journée. Au Sénégal, des milliers de familles confient ainsi leurs enfants à des marabouts, des maîtres religieux, censés leur apprendre le Coran. Une tradition aujourd'hui pervertie et qui reste taboue au Sénégal. La mendicité, quel véritable fléau, mesdames et messieurs. Exploités, terrorisés, battus, violés, abandonnés à eux-mêmes. Voici le quotidien des enfants talibés au Sénégal. Censés apprendre le Coran, ils se voient contraints d'errer dans les rues à longueur de journée afin d'apporter le butin quotidien qui, sans cela, subissent la colère du maître coranique. Chers parents, dès le départ, l'instruction coranique s'était posée comme un signe de résistance à l'envahisseur colonial et représentait une volonté de préserver des valeurs locales de l'influence des écoles françaises. La métamorphose des daras se fit au courant des années 1980-1990, où nous notons la présence d'un nouveau type de dara, à savoir les daras clandestins, dont le but est autre que l'éducation religieuse. En effet, la mission première du dara étant de donner un savoir et une éducation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on assiste à une toute autre scène. Ces êtres qui étaient si innocents, si fragiles,
finissent quelques années plus tard par virer vers la délinquance. Tout ça parce qu'ils manquent d'éducation, ils manquent de moyens de vie, ils ont des problèmes d'insertion. Alors, à qui la faute? Est-ce nos parents? Est-ce les maîtres coraniques? Est-ce la société elle-même? Est-ce les femmes? Nous dirons que la responsabilité est partagée, mais la plus grande part revient aux parents. Chers membres du jury, ce phénomène de mendicité des enfants talibés au Sénégal prend de plus en plus d'ampleur. Selon l'UNICEF, 90% des enfants mondiaux au Sénégal sont des talibés. 90%, mesdames et messieurs. Savez-vous que ces jeunes garçons vivant loin de leurs parents sont dans un état de manque absolu? Désolé, parce que c'est dur. Sont dans un état de manque absolu, tant sur le plan nutritionnel, vestimentaire qu'hygiénique. Ils subissent toutes sortes de violences. Tout ça pour une soi-disant éducation religieuse. Alors que le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Hubbu awladakum » aimez vos enfants, warhamhum, soyez clément envers eux. Venons-en aux causes qui expliquent ce phénomène. Elles sont d'abord d'ordre économique. D'une part, les causes économiques. D'une part, la pauvreté des ménages qui les poussent à envoyer les enfants dans les rues. Et d'autre part, les maîtres coraniques qui en font une source de revenus. Ensuite, les causes socio-culturelles. Et enfin, les causes organisationnelles et structurelles qui relèvent de la non-formalisation des daras et de l'absence de réglementation en vigueur. Quelle solution face à ce phénomène? Plusieurs organisations ont déjà œuvré pour la réinsertion des enfants talibés. Notre solution s'oriente vers l'organisation Village Pilote. L'organisation Village Pilote a été créée en 1993 au Sénégal. Son objectif est de prévenir, réinsérer, protéger l'enfant de la rue à travers des centres d'accueil, des dispositifs d'écoute mobile et des moyens de soins pour tous. Les impacts sont considérables. 42 jeunes en stage en insertion professionnelle chaque mois. 1716 jeunes suivis dans la rue. 233 pris en charge. 233 jeunes pris en charge. 194 retours en famille, dont 43 retours définitifs et 151 en stage, en formation professionnelle. Mesdames et messieurs, ça, c'est pas pour l'enfant. Ça, c'est pas pour l'enfant. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur est diabolique. L'enfant, c'est tout. Il est l'avenir. Il est l'espoir. Il vaut mieux que nous dans son innocence. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Soyez aux solutions. Ici, ensemble, merci à Ousni pour cette présentation émouvante, rappelant que la thématique de ce match pour la 3e place de la première édition du concours La Voix des Jeunes est le droit de l'enfant. Place à l'équipe du CESAG pour la présentation de sa solution. Quelle est la problématique sur le thème du droit de l'enfant que vous avez choisi? Alors, nous avons traité la problématique suivante. Quelle solution pour renforcer l'implication des femmes dans la lutte contre la mendicité des enfants? Présentez-vous seul ou en duo? Seul. C'est à vous. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. L'humanité, je vous remercie. L'humanité doit offrir à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Voici le credo de la Déclaration de Genève de 1924. Mesdames et messieurs, 91 années plus tard, que reste-t-il de cette promesse? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Je m'appelle Béatrice Marilyn Sagna, Ndeyudara, à mes heures perdues. Notre société est rongée à la racine par un mal pernicieux, la mendicité des enfants, qui consiste pour ces enfants à demander la charité sous toutes ses formes, avec le lot de travers que cela implique. On se souvient, le 3 mars 2015, des 9 talibés qui périrent calcinés à la Médina. Et il y a à peine un mois, Pape Ndiaye à Thiès mourut égorgé par un homme. Dans un tel contexte, mesdames et messieurs, moi en tant que femme, je suis interpellée,
Quelles solutions pour renforcer l'implication des femmes dans la lutte contre la mendicité des enfants? Dès lors, quels problèmes se posent? Quelles solutions préconisons-nous? Et enfin, quel est l'impact de la solution à ce jour? Selon le rapport 2012-2014 de la Cellule nationale de traite contre les enfants, 30 160 enfants talibés mendient dans les rues de Dakar. Pourtant, le Sénégal a ratifié toutes les conventions en matière de protection de l'enfant. En 1990, le Sénégal ratifie la Convention internationale relative aux enfants qui consacre les droits des enfants en tant que droits fondamentaux, obligatoires, mais surtout non négociables. En 1998, le Sénégal ratifie la Charte africaine du bien-être et des droits de l'enfant qui protège les enfants contre l'exploitation et les traitements inhumains en ses articles 15, 26, 29 et 27. Notre cadre juridique est de plus protecteur et il envisage la protection des enfants à travers la Constitution, la loi sur l'éducation nationale, le Code des enfants, de la famille, du travail, la loi 12-2005, du 29 avril 2005 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées, et enfin le Code pénal qui, en son article 245, réprime tout acte de mendicité. Mesdames et messieurs, chaque jour, Dame Justice est limitée dans sa vocation à rendre un verdict juste et équitable, faute de saisine et de preuves. Nous sommes interpellés dans notre humanité pour chaque cas et nous devons réagir et intégrer les femmes dans ce processus pour résoudre le problème. Mesdames et messieurs, quelles solutions envisager pour renforcer l'implication des femmes dans la lutte contre la mendicité? Il existe 3 types d'enfants mendiants. Les enfants talibés vivant dans la rue, handicapés et même accompagnateurs d'enfants. Et à chaque catégorie devrait correspondre une solution sur mesure. Nous avons opté pour les enfants talibés, car selon un rapport conjoint de la Banque mondiale, du Bureau international du travail et de l'UNICEF intitulé « Comprendre le travail des enfants » en novembre 2007, ils représentent 90% des enfants talibés. Les talibés, ce n'est rien d'autre que ces enfants confiés à leurs parents, à un enseignant afin de leur apprendre le Coran et les valeurs cardinales telles que l'humilité, le sens des responsabilités au sein de Dara, qui eux sont des centres d'éducation religieuse. Au sein de ces Dara, les enfants apprennent, grandissent. D'ailleurs, le Dara, à la base, était un lieu d'apprentissage et d'enracinement. En effet, à partir du XIXe siècle, ils sont pris par les anciens chefs religieux comme alternative au système d'éducation préconisé par les colons. Mesdames et messieurs, observons ensemble la journée type de Moussa rencontrée dans les rues de Dakar. Dans ces conditions, dites-moi comment et quel temps accorder à l'apprentissage du Coran. Ensuite, la question de la mendicité des enfants doit impliquer les femmes, celle que Mariama Ba définissait comme la racine première, fondamentale de toute nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison, à travers la solution Ndeye ou Dara. Ces femmes, ce sont des marraines, des secondes mères, qui apportent au sein des Dara de la nourriture, des vêtements, mais également des soins de santé et autres commodités de base. Elles ont d'ores et déjà un impact, à travers l'exemple du Dara de Sirine Oumar Silla à Khombol. D'un point de vue économique, l'encadrement par ces femmes des Dara permet de fixer les talibés au sein des Dara et d'optimiser leur éducation. Qui dit éducation, dit meilleure perspective d'avenir. Et ces enfants seront capables de créer de la valeur et ne viendront donc certainement pas grossir le rang des pauvres, des mendiants et de ceux qui vivent en marge de la société. Enfin, un fort impact social. Les Ndeye Dara permettront de renforcer l'intégration, la réhabilitation et la réinsertion, mais également les conditions de vie des talibés. Et enfin, la réduction des accidents de la route. Alors on se rappelle, en mars 2013, du talibé écrasé sur la route de Porokhan à 46 km des Dara. Mesdames et messieurs, dans ce problème, nous sommes tous complices. Dans cette résolution, tous responsables. Et nous devrons tôt ou tard, ici ou ailleurs, répondre à l'injonction de Schiller qui disait ceci: la dignité de l'homme est remise entre vos mains, préservez-la. Je vous remercie. Merci à Béatrice de l'équipe du CESAC pour cette
Poignante présentation, c'est tout pour la première épreuve, la présentation de solutions. Vous regardez La Voix des Jeunes, une initiative du Centre de Leadership Social Change Factory en partenariat avec la Fondation Osiwa, la Fondation Total Sénégal et l'ambassade des États-Unis. Tout de suite, la deuxième épreuve de cette petite finale, la 3e place est en jeu. Restez avec nous. Place à la deuxième épreuve. La présentation des stratégies d'expansion des solutions proposées précédemment. Nous commençons avec l'équipe de l'ESMT. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. C'est vous, Charlie, qui passez. C'est à vous. On les encourage. L'occasion fait le larron. Permettez-moi de vous lire la lettre d'un alumni de la rue, d'un ancien enfant talibé de la rue, une lettre ouverte et publique adressée à Madame la première dame du Sénégal, à la première femme du Sénégal. Madame la première dame, l'enfant n'a pas de prix. Nous convenons tous qu'un enfant ne peut être sujet de sources de revenus, de traitements inhumains, qu'un enfant ne peut être sujet d'exploitation, de torture, qu'un enfant ne peut être maltraité et éloigné de son milieu naturel, telle sa vie en famille. Mais alors, les questions se posant, quelle stratégie pour garantir un avenir meilleur à un enfant qui, par principe religieux, doit apprendre les préceptes du Saint-Coran et donc les parents l'abandonnent, le laissent auprès de maîtres coraniques véreux, sans aucune autonomie financière. L'objectif étant de relever le défi de la réinsertion des enfants de la rue, des talibés clandestins au Sénégal, à Saint-Louis, une belle ville qui est présentée comme la deuxième enregistrant le plus de talibés et de daras clandestins. Un monde où nous apprenons qu'un enfant est mort pour le simple fait de n'être pas rentré avec le minimum, la maudite somme de 500 francs. Et donc il est battu, il est blessé et il est mort. Observons 2 secondes de silence en la mémoire de Damian, ce talibé qui est mort sous les coups de son maître coranique. Il avait 12 ans. Pour ce faire, notre stratégie s'appesantit sur un partenariat avant tout réel, opérationnel dans sa mise en œuvre et stratégie dans le devenir de l'enfant. Nous la schématisons de la manière suivante. L'identification de daras clandestins, qui ne sont d'autres que des daras illégalement construites, bâties sur une économie de la mendicité, des daras commanditaires, des activités de mendicité par les enfants. L'analyse de la situation des daras nous amènera tout simplement à leur formalisation ou à leur éradication. Le développement d'écoute et d'empathie et d'antipathie, autant au niveau des maîtres coraniques que des enfants de la rue, nous permettra de convenir d'une collaboration entre le dara clandestin et les organisations œuvrant pour la réinsertion de l'enfant de la rue, tel le village pilote, le tremplin au lac Rose, le refuge à Pikine. Par exemple, après le réveil de l'enfant, il apprend le Coran entre 8h et 12h. C'est largement suffisant. On conviendra alors que le reste de sa journée, qu'il la passera au niveau du centre d'accueil où les pères éducateurs, les facilitateurs mettront à sa disposition toute l'écoute nécessaire pour comprendre ses besoins les plus primaires. Ils planifieront sa réinsertion par la scolarisation, car il doit savoir lire, écrire et calculer. Professionnel, car il doit garder une famille demain, mais également sa réinsertion sociale. Et c'est là encore nous attirons l'attention de la femme pour toute sa chaleur, pour comprendre l'enfant et le mettre en condition de confiance. Toute cette opérationnalisation structurelle et stratégique sera soutenue par le pouvoir juridique afin de faciliter le suivi et l'évaluation périodique par l'État et les autorités compétentes telles que l'UNICEF, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance. Honorables membres du jury, chers assistants, ce n'est pas fini. Des actions telles de sensibilisation de la population, de promotion de meilleurs daras, de meilleurs maîtres coraniques, de meilleurs élèves talibés et enfin des actions d'application et d'encouragement des sanctions portant sur le non-respect des enfants de la rue seront encouragées et couronneront notre stratégie. Pour finir,
Au travers de ce cercle vertueux, schématisé, nous espérons des impacts tels une émergence d'une société responsable et consciente, l'émergence d'une nouvelle et jeune génération intelligente, le développement et la construction de projets de vie pour les enfants, la formalisation de tous les daras clandestins et bien sûr l'éradication des enfants de la rue. Madame la Première Dame, l'enfant n'a pas de prix. Agissons tous, voix des jeunes. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le CESAG, ISM, le SNT, IAM, Subdeco, tous ensemble, stoppons la mendicité. Stoppons la mendicité et soyons solution cordialement. Merci à Charlie de l'équipe l'ESMT pour cette présentation très engagée. Place à l'équipe du CESAG. Ici, ensemble. J'ai été enfant et j'ai grandi. Et mon père m'a appris ceci. Un parent, une famille, une nation ne devrait pas être jugé seulement à son pouvoir économique, encore moins à son niveau d'influence, mais plutôt à sa capacité à garantir à ses enfants un avenir sûr, prospère et plein d'opportunités. Mesdames et messieurs, les conditions dans lesquelles grandissent nos enfants aujourd'hui prédisent les individus, les familles et la nation que nous aurons demain. Toutes les fois qu'un enfant est dans la rue, c'est un échec national. Mesdames et messieurs, comment pouvons-nous expliquer qu'une nation prétend investir dans l'avenir alors que ces personnes à qui elle transmettra cet avenir sont dans la rue, exposées à elles-mêmes, ne bénéficiant d'aucune assistance sociale ou éducationnelle, exposées à toutes sortes de dangers? Comment pouvons-nous expliquer que des enfants, dont la plupart sont en âge d'aller à l'école, soient éduqués par la rue? Ils vivent, ils passent des nuits dans le froid ou sous la pluie, sans que personne ne soit alarmé, tellement nos consciences se sont habitués à les voir ainsi. Malheureusement, ils font partie du décor. Mais on ne le dira pas assez. Nos enfants ont des droits. Et notre devoir est de veiller à leur respect. Je suis Yves Kevin Moreau, maître coranique, résolument engagé contre la mendicité infantile. Après vous avoir présenté les Ngaïou Darou comme solution pour renforcer l'implication des femmes dans la lutte contre la mendicité infantile, nous venons vous présenter notre stratégie. Et cette stratégie s'articule autour de 3 points essentiels. Où mettre en œuvre cette solution? Pour quelles raisons ce choix? Et comment mettre en œuvre cette solution? Où mettre en œuvre notre solution? Notre choix s'est porté sur la ville de Dakar pour des raisons qui ne sont pas fortuites. La première, son poids économique. En tant que capitale administrative, politique et économique du Sénégal, Dakar constitue la plus forte réserve économique et monétaire du Sénégal. L'argent y circule, les expatriés y transitent et les riches s'y installent. Il est évident pour les enfants mendiants talibés que Dakar est l'Eldorado de la mendicité. La deuxième raison, le poids démographique. L'Agence nationale de statistique et de démographie révèle que la population dakaroise s'élève à 3 millions d'habitants, ce qui correspond à peu près au quart de la population nationale. Cette même agence nous révèle que la région qui détient l'indice de pauvreté le plus bas est la région de Dakar. Il devient donc évident qu'à Dakar, il y a plus de potentiel d'honneur que partout ailleurs au Sénégal. La dernière raison, la forte présence d'enfants talibés à Dakar. La cellule nationale de lutte contre la traite des personnes révèle qu'à Dakar, il y a 54 000 talibés, dont 30 000 qui mendient. Et cette même agence nous révèle que 52% de ces enfants dans ces écoles coraniques viennent des autres régions de Dakar. Pour toutes ces raisons énumérées, vous conviendrez avec moi que l'urgence de la résolution de ce problème se fait beaucoup plus pressante à Dakar. Comment comptons-nous mettre en œuvre notre solution? C'est-à-dire comment comptons-nous susciter suffisamment de Ngaïou Darou afin d'éliminer ce problème? Notre stratégie repose sur 4 axes. Sensibiliser, organiser, former et financer cette dame. La sensibilisation, elle se fera par 2 volets. La sensibilisation de proximité, par des rencontres causeries avec les femmes des différents quartiers de Dakar, au travers de leurs associations, comme les associations de tontines. Nous pourrons inviter des femmes, à l'instar de Ndaï Marifal, qui ont fait les preuves,
Elles pourront partager l'expérience de la lutte pour le droit de ces enfants et partager les passions. Lorsque ces femmes seront motivées, il va falloir les organiser. C'est la raison pour laquelle nous suggérons que les Ndeye ou Dara fassent partie intégrante du programme de modernisation des Dara entrepris par le gouvernement. Lorsqu'elles seront organisées, il va falloir les former, leur dispenser des cours pour prendre soin de nos enfants. Après cela, il faudra financer. Comment comptons-nous financer? Nous comptons financer en utilisant 3 canaux de financement. Les subventions venant de l'État qui seront adressées aux Dara et les Dara redistribuant en nature une partie aux Ndeye Dara pour s'occuper des enfants. Une autre source pourra être privée venant des ONG ou des organisations internationales. Et la dernière source, mesdames et messieurs, la zakat. Oui, la zakat. Le 3e pilier de l'islam. Un pilier auquel tout musulman se plierait. Le monde légal, qui représente 2,5% de l'économie du croyant. Toute cette aumône qui converge vers les mosquées peut être redirigée en partie vers les Dara. Imaginez que chaque mosquée ait à sa charge plusieurs Dara qui sont dans sa zone géographique. L'aumône redistribuée dans la mosquée sera transférée ensuite aux Dara. Et les Dara donneront une part aux Ndeye Dara pour s'occuper des enfants. Mesdames et messieurs, ma soeur Béatrice l'a dit, et mes amis de l'ESMT l'ont dit, nous sommes tous coupables, car tous complices. À l'heure où je vous parle, des enfants viennent de naître. Combien parmi eux deviendront talibés? Après avoir passé l'âge de 18 ans, qui seront-ils? Nous sommes en train de détruire notre nation. Nous sommes en train de détruire notre avenir. J'y crois. Et si vous croyez comme moi à notre avenir, alors luttons pour que ces talibés quittent la rue. Je vous remercie. Beaucoup de ferveur dans cette intervention. Merci à Kevin de l'équipe du CESAG. C'est tout pour la 2e épreuve de cette petite finale du concours La Voix des Jeunes. La 3e place de la première édition du concours est en jeu. Dans quelques instants, juste après cette ultime épreuve, le fameux chrono quiz, nous saurons qui remporte la 3e place de la première édition du concours La Voix des Jeunes. A tout de suite. La petite finale de La Voix des Jeunes se poursuit. Tout de suite, la 3e épreuve, le chrono quiz. Une petite finale sous haute tension, sous l'œil vigilant de notre jury qui examine et note avec beaucoup de rigueur chaque intervention. Mais avant de passer au chrono quiz, on va revenir sur la présentation de solutions et stratégies d'expansion. Intéressons-nous à l'équipe de l'ESMT. Que pensez-vous de vos interventions? Je pense que les 2 interventions ont été bonnes. Donc, concernant les talibés, chaque solution est bonne pour éradiquer ce phénomène. Mais je veux souligner un phénomène qui, dès le début de la création des Dara, empêchait ces enfants de sortir dans la rue pour manger. Les Ndeye Dara, comme l'a souligné l'équipe de CESAG. Ces Ndeye Dara-là permettaient à ces enfants de manger les 3 repas de la journée. Donc, ils n'avaient pas besoin de sortir dans la rue pour manger. Mais à Dakar, nous remarquons que toutes les portes sont fermées. Donc, les enfants ne retrouvent nulle part là où prendre un repas. Donc, les femmes de Dakar, je vous sollicite d'ouvrir vos portes à ces talibés et aux Dara, de leur donner le restant du manger au lieu de les garder au réfrigérateur. Agissons tous pour sauver ces enfants qui sont l'avenir du Sénégal. Soyons solution. Merci à Reddy de l'équipe ESMT, équipe CESAG. Revenons sur vos interventions. Qu'en pensez-vous? Je pense que chacune des 2 équipes a bien déroulé sa stratégie après la solution. Mais nous voulons interpeller tout le monde. La mendicité des enfants, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus ici à Dakar. Chers parents, chers membres du jury, tous les amis ici présents, chacun doit savoir à quel point se situent ses responsabilités. Nous devons tous agir. Et pour cela, soyons solution. Et voilà, place au chrono quiz. 100 secondes pour répondre à une série de questions. Nous allons mettre le dispositif en place. Nous appelons Nafi de l'équipe d'Etika, qui est d'ores et déjà en finale le 13 septembre. On applaudit pour elle. Elle est finaliste de La Voix des Jeunes avec son équipe d'Etika, Jerry et Walid. Elle affrontera
l'équipe du GB lors de la grande finale le 13 septembre. Félicitations. Alors le casque a été posé sur l'un des membres de l'équipe de l'ESMT pour ne pas entendre les questions qui seront posées et les réponses de Désiré de l'équipe du CESAG qui passe pour le premier chrono quiz. Le chrono quiz qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Désiré, êtes-vous prêt? Êtes-vous concentré? Rappelons que la thématique de cette petite finale de la première édition de La Voix des Jeunes est le droit de l'enfant. Êtes-vous prêt? Pour être considéré comme un enfant au Sénégal, il faut être âgé de moins de 13, 15 ou 18 ans. 13 ans. Au Sénégal, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, 5 à 15 ans ou 3 à 18 ans. De 6 à 13 ans. En quelle année la convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies? 1987, 89 ou 1992? 1989. Quelle agence de l'Organisation des Nations Unies est chargée de promouvoir et défendre les droits de l'enfant? L'UNICEF. En quelle année la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants a été adoptée? 1996, 98 ou 2010? 1998. Citez un des centres accueillant les enfants de la rue au Sénégal. Plan international. Qu'est-ce qu'un Dara? C'est une école coranique. Quelle est la définition originelle du mot talibé? Talib. À 5000 enfants près, combien d'enfants pratiquent la mendicité dans la région de Dakar selon l'État du Sénégal? 30 000, 50 000 ou 100 000? 30 000. La loi protège les enfants au Sénégal, vrai ou faux? Vrai. Quelle est la structure de l'État qui coordonne la lutte contre la traite des personnes dans celle des enfants? C'est la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. L'association des imams et oulémas du Sénégal est-elle membre de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, vrai ou faux? Vrai. Quelle agence du système des Nations Unies est gardienne de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée? l'UNICEF. Existe-t-il une loi contre l'exploitation de la mendicité au Sénégal? Oui. Donnez la date d'adoption de la loi contre l'exploitation de la mendicité d'autrui. Je passe. Citez les 4 principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le droit à la dignité, le droit à la protection, le droit à la vie, le droit à au développement. Merci Désiré de l'équipe du CESAG. Le chrono quiz. On met le casque cette fois sur les oreilles de Désiré et on appelle Radi de l'équipe de SMT pour son chrono quiz. On l'encourage s'il vous plaît. Radi, êtes-vous prête? Êtes-vous concentré? Écoutez attentivement les questions qui vous seront posées. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites « je passe ». Pour être considéré comme un enfant au Sénégal, il faut être âgé de moins de 13, 15 ou 18 ans. 18 ans. Au Sénégal, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, 5 à 15 ans ou 3 à 18 ans. Répétez s'il vous plaît. Au Sénégal, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, de 5 à 15 ans ou de 3 à 18 ans. 3 à 18 ans. En quelle année la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies? 1987, 89 ou 92? Répétez s'il vous plaît. En quelle année la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies? 1987, 1989 ou 1992? 1989. Quelle agence de l'Organisation des Nations Unies est chargée de promouvoir et défendre les droits de l'enfant? Convention internationale des droits de l'enfant. En quelle année la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants a été adoptée? 1996, 1998 ou 2010? Répétez s'il vous plaît. En quelle année la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants a été adoptée? 1996, 1998 ou 2010? 1998. Citez un des centres accueillant les enfants de la rue au Sénégal. Le centre Guindi. Qu'est-ce qu'un Dara? Un Dara, c'est une école coranique. Quelle est la définition originelle du mot talibé? Je passe. À 5000 enfants près, combien d'enfants pratiquent la mendicité dans la région de Dakar selon l'État du Sénégal? 30 000, 50 000 ou 100 000? 100 000. La loi protège les enfants au Sénégal, vrai ou faux? Vrai. Quelle est la structure de l'État qui coordonne la lutte contre la traite des personnes, dont celle des enfants? C'est le ministre, l'ACAP. L'association des imams et oulémas du Sénégal est-elle membre de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, vrai ou faux? Vrai. Quelle agence du système des Nations Unies est gardienne de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
Eh oui, c'est ça le chrono quiz. 100 secondes qui passent vite. Donc, c'était la troisième et dernière épreuve. Et nous saurons dans quelques instants qui remporte la troisième place de la première édition du concours La Voix des Jeunes. Restez avec nous. Nous allons dans quelques instants savoir qui remporte cette troisième place. Donnons la parole au jury avant d'avoir le verdict final. Place aux appréciations. On commence avec Monsieur Mansour Diop du groupe Toastmaster Sénégal. Merci. Je voudrais commencer par féliciter ces jeunes gens qui nous ont fourni une présentation remarquable. J'ai pu, tout au long des différentes épreuves à Saint-Louis et ailleurs, remarquer une très très bonne progression et ce sont d'excellents candidats pour le Toastmasters. À quelques nuances près, les deux équipes se valent au niveau de la communication. Il y a d'abord la mise en scène, la posture qui est très originale. Nous avons eu droit à un imam du côté de CESAG et on a eu droit à un talibé du côté de SMT. Les mots ont été bien choisis, très très sérieusement exposés également. La voix y était, les variations de voix, le regard circulaire. Donc ils ont toutes les deux équipes, je veux dire, intéresser le public en s'adressant directement, pratiquement individuellement à chacun des participants. En tout cas, bravo dans le cadre d'une appréciation vue par le Toastmasters International, une autre solution pour la communication. Je pense qu'il faut dire bravo aux deux équipes. Merci. La parole à Monsieur Mamadou Dramé. Oui, je continue dans la lignée de M. Diop pour rappeler quand même que tout au long de la compétition, on a vu des étudiants qui ont progressé. Et je commencerai par le SMT. Je pense que Hosni fait partie de ces candidats-là qui vraiment ont progressé. Et je tiens à te féliciter, mais aussi tous les candidats qui, tout au long de cette compétition, ont progressé. J'ai bien aimé le fait que l'historique des talibés et surtout des daras et leur mutation a été expliqué. C'est quelque chose que personnellement je ne savais pas. Il y a eu une très bonne explication au niveau des causes. Malheureusement, au niveau de la stratégie d'expansion, où le quand et le comment on était assez précis, seul petit bémol. Aussi au niveau du CESAG, bonne introduction, aussi bien de Kevin Moreau que de Béatrice Sagna, clarté dans la définition, des précisions aussi. Je sors en tout cas satisfait de ce match et je vous encourage par ailleurs. Dernière chose pour les deux équipes, c'est surtout le storytelling utilisé. C'est-à-dire au-delà des données, il y a surtout référence à une histoire, à une dame, à ces braves dames. Et l'occasion aussi de féliciter la présidente qui fait beaucoup pour les daras. Et je profite pour lui laisser la parole. Place à la présidente du jury, Madame Hulot Guilabert. Alors moi, je suis vraiment très heureuse de voir des jeunes qui ont une conscience aussi élevée des problématiques de la société. Les deux présentations étaient très très bien. Bon, il y a eu des manques dans certaines des présentations. Par exemple, pour ESMT, bon, tout citer l'État, la responsabilité de l'État dans les responsabilités que vous avez citées. Vous avez cité les conventions qui sont citées par cet État et la non-application de la loi. 2005-06, qui est quand même enfin, des dispositifs assez importants. Par contre, vous n'avez pas cité non plus le projet de modernisation des daras, pas suffisamment clairement, en fait. Vous avez évoqué effectivement la non-formalisation. Bon, il y a quand même formalisation, contrôle, le fait d'introduire
un autre enseignement, par exemple, à côté de l'enseignement coranique, etc. Donc voilà, mais je vous félicite quand même, toutes les deux équipes, vraiment, vous avez été formidables. Beaucoup. Merci à la présidente du jury, Madame Hulot Guilabert. Maintenant, découvrons ensemble le résultat définitif avec le score et le nom de l'heureux gagnant. Madame la Présidente. Je vais vous donner les résultats. Pour ESMT, il totalise 100,5 points. Pour le CESAG, nous avons 134,5 points. Et voilà, c'est officiel, c'est le CESAG qui remporte la 3e place de la première édition du concours La Voix des Jeunes.